Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Voir son enfant souffrir est probablement l'une des choses les plus difficiles à vivre pour un parent, parce qu'on donnerait tout pour prendre sa place, tout pour lui éviter cette douleur, tout pour que ça s'arrête et pourtant, parfois, malgré tout notre amour, malgré tous nos efforts, malgré toute notre énergie, nous ne pouvons pas réparer ce qui se passe. Ma fille est en dépression depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, à cela s'ajoutent des troubles du comportement alimentaire. Et tu sais quoi ? Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est pas seulement sa souffrance, c'est mon impuissance. Parce que moi, j'aime aider, j'aime soutenir, j'aime comprendre. J'aime trouver des solutions ou accompagner l'autre vers des solutions qui lui conviennent. Et je pense que je suis douée pour ça. C'est pas pour rien que ma boîte s'appelle Libératrice de solutions. J'ai choisi ce nom parce que il me parle, il résonne. Alors, voir ma fille souffrir, la voir s'enfoncer, parfois entendre ses refus d'être aidée, recevoir ses colères et ses rejets, alors que moi, tout ce que j'essaye, c'est juste de faire en sorte qu'elle s'en sorte, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie. Eh ben oui, c'est dur. C'est même terriblement dur. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de te parler de comment sauver ton ado, parce que je crois que nous sommes nombreuses à découvrir que parfois, on ne peut simplement pas les sauver en vérité. Aussi, j'ai plutôt envie de te parler de comment tenir debout quand ton ado souffre. Parce que c'est ça que moi j'apprends à faire. Et je me suis aperçue qu'une des raisons pour lesquelles c'était si dur de voir son enfant souffrir, au-delà évidemment de la souffrance qu'il ressent et qui nous impacte bien sûr, c'est la croyance extrêmement répandue chez les mères et dont on parle peu, qui dit que si j'étais une bonne mère, alors mon enfant n'aurait pas de problème. S'il va mal, c'est forcément au moins en partie de ma faute. Et cette idée, on la retrouve partout. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec les séries télé comme La Petite Maison dans la Prairie ou 8, ça suffit. Et je me suis construite sur l'idée que un bon parent, il sait quoi faire. Et puisque c'est un bon parent, il a un enfant gentil, qui travaille bien à l'école, qui le respecte et qui va bien. Cette croyance, encore aujourd'hui, on la retrouve partout sur les réseaux sociaux. Je compte pas le nombre de posts où on te dit que si ton ado te parle mal, c'est que tu l'as mal élevé. C'est un truc de dingue quand même. Que s'il va pas bien, c'est que tu l'as pas suffisamment sécurisé, que tu lui as pas donné les bons outils pour faire face à ceci ou à cela, ou que tu ne l'as pas accompagné vers l'autonomie, donné des limites. Bref, au fond, quoi qu'il arrive, c'est toujours de ta faute. Dans beaucoup de groupes Facebook. Et puis, t'as l'entourage aussi. Parfois, il ne rate pas une occasion de te reprocher ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. De toute façon, il y aura toujours une personne pour te dire qu'il t'avait bien prévenu. Résultat, tout ça tourne dans ta tête sans cesse et tu culpabilises. Et à la douleur de voir ton ado souffrir, se rajoute la douleur de ton impuissance et le poison de la culpabilité. Et si je t'en parle, c'est parce que moi aussi, je suis en lutte constante contre tout ça. Comme si les difficultés de nos enfants étaient forcément le reflet de nos compétences, ou plutôt de nos incompétences maternelles. Comme si une mère aimante devait être capable d'empêcher toute souffrance chez son enfant ou son ado.
Et ça, crois-moi, c'est parfaitement, totalement, absolument faux. Tu peux être une excellente mère et avoir un enfant qui souffre. Tu peux être présente, aimante, attentive et avoir malgré tout un ado qui traverse une tempête. Comprendre cela ne retire pas la douleur. Je le sais très bien, mais cela retire une partie de la culpabilité et c'est vraiment essentiel. Parce que cette culpabilité-là, c'est un véritable poison. Elle te fragilise au moment où ton ado a tant besoin que tu sois solide. Alors, pour cesser d'alimenter cette culpabilité, pour rester debout dans cette tornade, voici ce qui, moi, m'aide et qui, j'espère, t'aidera aussi. La première chose consiste à regarder mes actions plutôt que les résultats. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que rien de ce que je faisais n'avait d'effet. Et pour être honnête, ce n'était pas qu'une impression. Je voyais son mal-être, je tentais d'en parler, je proposais de l'aide, j'avais souvent l'impression de parler dans le vide. Puis, je l'ai vue manger de moins en moins. Je lui ai dit que j'avais remarqué et elle m'a envoyé bouler. J'ai exprimé mon inquiétude, elle m'a rayonné. Puis, un jour, elle a reconnu elle-même qu'il y avait un problème. Et là, je me suis dit, peut-être que toutes ces discussions qui me semblaient mener à rien n'étaient pas si inutiles au fond. Peut-être que certaines graines que j'ai semées ont germé. Peut-être que mon intérêt, mes inquiétudes, qu'elles balayaient certes facilement, ont quand même fait leur chemin. Peut-être que ce que je fais, finalement, compte, même si je ne vois pas les résultats immédiatement. Aujourd'hui, en tout cas, j'essaye de me rappeler ceci, je ne contrôle pas le résultat. Je contrôle seulement mes actions, les graines que je plante. Et je me répète inlassablement cette citation dont j'ignore l'auteur, que ton intérêt porte sur l'action seulement, jamais sur les résultats. Et cette citation, elle me pousse à continuer d'agir selon mes valeurs, selon ce que je crois juste et utile, selon ce que je pense qu'une bonne maman ferait à ma place. Et cela m'amène à la deuxième chose que je fais pour tenir le coup, je me documente au lieu de paniquer ou de faire sans savoir. Quand les troubles du comportement alimentaire sont arrivés dans notre vie, j'ai eu plein d'idées. Retirer la balance, la forcer à manger, lui montrer des images de personnes anorexiques, etc. Certaines étaient bonnes, d'autres pas du tout. Alors, heureusement, je me suis documentée. J'ai posé des questions aux professionnels de santé, j'ai fait des recherches sur le net. Bref, je me suis renseignée avant d'agir, histoire de ne pas commettre d'impair, histoire de ne pas aggraver la situation. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et nos intuitions de parents sont parfois excellentes, mais parfois aussi complètement à côté de la plaque. Alors l'information m'aide à sortir de la panique et me permet de savoir quoi faire ou ne pas faire. Ainsi, il n'y a plus de piles dans le pèse-personne de la maison, mais je n'ai pas montré de photos de personnes atteintes de troubles compulsifs alimentaires. La troisième chose que je fais, évidemment, pour tenir bon, malgré tout ce qui s'effondre un peu autour de moi, c'est de prendre soin de moi. Quand un enfant va mal, tout finit par tourner autour de lui. Les pensées, les inquiétudes, les recherches de solutions, les discussions, les rendez-vous, les scénarios catastrophes, je connais bien tout ça. Mon cerveau adore fabriquer des scénarios catastrophes puis chercher des solutions. Et il est capable de tourner en boucle pendant des heures et des heures sur le même problème, à peser le pour et le contre de la solution qu'il a imaginée. Le problème, c'est que certaines situations n'ont pas de solution immédiate. C'est dur à admettre, mais c'est un fait. Alors, si je passe mes journées à essayer de résoudre l'insoluble, je m'épuise. Donc aujourd'hui, je fais volontairement de la place pour autre chose. Je pars me promener avec mon chien, je fais du zentangle, je regarde une série télé, je ris avec des amis. Pas parce que la situation n'est pas grave, mais parce que me laisser engloutir et m'enliser dedans n'aidera personne. Et puis il y a une autre chose que j'apprends en ce moment, peut-être même la plus importante. J'apprends à m'apporter de l'amour à moi. Parce que lorsque mon ado va mal, j'ai tendance à devenir extrêmement dure envers moi-même. Je me reproche de ne pas faire assez, je culpabilise, je repasse le film en boucle dans ma tête,
j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû être plus présente, j'aurais dû être une meilleure mère, j'aurais dû voir, j'aurais dû. Et finalement, ça m'enfonce. Comme si nous étions responsables de tout, comme si nous devions porter le poids de leur souffrance. Mais la culpabilité ne soigne personne, ni nos enfants, ni nous, bien au contraire. Alors aujourd'hui, j'essaye de remplacer cette culpabilité par quelque chose de beaucoup plus utile, la bienveillance envers moi-même. Je me rappelle que je fais de mon mieux, je me rappelle que j'ai le droit d'être fatiguée, que j'ai le droit à l'erreur, que je suis humaine, et surtout, je me rappelle que moi aussi j'ai besoin d'amour. Parce que plus nous avons d'amour pour nous-mêmes, plus nous sommes capables de traverser les tempêtes de la vie. L'amour de soi ne supprime pas les difficultés, bien sûr, mais il nous aide à ne pas nous effondrer sous leur poids. D'ailleurs, si tu veux travailler là-dessus, je t'invite à participer à mon atelier spécialement Mandado le 18 août en ligne. Je te mets le lien en description. La 4e chose qui m'aide, c'est de m'appuyer sur des mantras. Quand l'inquiétude devient trop envahissante, certaines phrases m'aident à revenir à l'essentiel. Par exemple, j'ai imprimé et je relis plusieurs fois par jour cet adage tibétain qui dit « Si le problème que vous rencontrez a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. » Je t'invite à méditer cette phrase. Perso, je la trouve d'une puissance incroyable. Et en tout cas, moi, elle m'aide. Et puis, il y a des phrases que je me dis devant mon miroir ou à chaque fois que je vais aux toilettes, comme « Chaque jour, je fais de mon mieux ». Ou encore « Il est impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé ». Cette phrase a été particulièrement difficile à accepter pour moi, mais à force de la répéter, je l'ai intégrée et je la fais mienne aujourd'hui, pleinement. Je sais et je suis vraiment convaincue qu'il est impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais pendant longtemps, cette idée-là, elle allait à l'encontre de ce que je voulais être en tant que parent. Pourtant, elle est profondément vraie. On peut tendre la main, on peut être là, on peut proposer, on peut soutenir, on peut épauler, mais on ne peut pas marcher à la place de notre ado, on ne peut pas faire les choses à sa place. Et me le répéter m'a permis d'accepter un peu mieux mon impuissance. Et ça m'empêche aussi d'être trop insistante parce que c'est contre-productif. Quand j'insiste pour qu'elle se soigne, pour qu'elle mange, pour qu'elle fasse des activités, elle se braque, elle s'oppose, rien ne change. Pire, dans ces cas-là, je finis même souvent par lui en vouloir. Alors certes, les mantras ne sont pas miraculeux, mais ils soutiennent. Ils ancrent petit à petit de nouvelles pensées, plus vraies, plus aidantes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai écrit un article de blog qui traite de ce sujet et de comment rédiger un mantra qui soit vraiment efficace. Je t'invite à t'y reporter, je te mettrai le lien en description. Enfin, la 5e chose que je fais pour tenir le coup, c'est refuser que notre relation soit réduite à sa souffrance. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel, parce que lorsque l'ado va mal, tout finit par tourner autour du problème. Qu'est-ce que tu as mangé? Comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Tu as pris ton traitement? C'est quand le prochain rendez-vous avec le thérapeute? Etc., etc. Et peu à peu, la relation se réduit à la maladie. Et ça, je refuse. C'est pas facile. Parfois, évidemment, je me laisse emporter, mais comme je le remarque de plus en plus, je me laisse de moins en moins emporter là-dedans. Je sais que c'est un premier pas important. Alors, je continue à vivre avec elle, à partager des moments simples, des moments légers, des rires. Je prépare un repas qu'elle aime. Je lui propose de venir cuisiner avec moi nos fameux nuggets de poulet. Je lui demande de m'aider pour me faire une couleur. C'est un truc, je sais qu'elle aime bien le faire avec ses copines. Alors je lui ai proposé et je me suis retrouvée avec des mèches roses. Mais ça en vaut la peine, parce qu'on a partagé ce petit moment. Parfois on parle, parfois pas du tout et c'est pas grave. On est ensemble pour un moment du quotidien, c'est tout. Avant les vacances, alors qu'elle était encore à l'internat et que j'avais eu l'infirmière scolaire au téléphone 2 fois dans la journée, je lui ai simplement envoyé un SMS pour lui raconter que mon chien m'avait réveillée à 4 heures du matin. Rien d'important, juste un petit morceau de vie.
Juste une façon de lui dire « je pense à toi, je suis là ». J'ai rien demandé sur les scarifications, rien non plus sur les repas. Le lendemain matin, je lui ai écrit un « bon courage pour cette journée de stage ». Je lui ai pas demandé de manger au moins le fruit au petit déjeuner. Même si j'en avais envie, terriblement envie, je l'ai pas fait. J'ai juste fait preuve de présence. Et je veux croire que c'est déjà beaucoup. Et puis, le week-end qui a suivi, j'ai pu lui dire « je vois combien c'est difficile pour toi en ce moment et j'admire ton courage de continuer ton stage malgré tout. » Une façon de lui dire que je l'aime et que je suis fière d'elle. Parce que je crois qu'un ado qui va mal a aussi besoin qu'on voit ses forces et les efforts qu'il fait. Pas seulement ses difficultés et ses rejets. Grâce à tout ça, j'arrive, tant bien que mal, à rester le phare dont je parle si souvent ici. C'est probablement ce qui aide le plus toute la famille aujourd'hui. Parce que je m'aperçois que ma fille ne veut pas nous faire souffrir. Alors parfois elle nous ment, elle minimise, elle se met à l'écart, elle va même jusqu'à nous rejeter. Plus elle voit que je souffre et plus elle tente de me protéger. Par une prise de distance, une minimisation de ses problèmes et un refus que je m'en occupe. Alors j'essaye de me rappeler qu'elle a besoin de quelque chose de précieux, quelque chose qui repose sur moi. Elle a besoin d'une mère solide. Parce que si je ne le suis pas, elle ne peut pas s'appuyer sur moi et on risque de s'effondrer toutes les deux. Alors que si je suis solide, elle peut me faire confiance, me parler de sa souffrance, de ses peurs, de ce qu'elle traverse, sans crainte pour moi. Donc oui, elle a besoin que je sois solide. Elle n'a pas besoin d'une mère parfaite. Elle n'a pas besoin d'une mère qui a toutes les réponses ni toutes les solutions. Elle a juste besoin d'une mère qui tient debout, qui continue à croire que demain sera meilleur, qui sème des graines, même si le sol semble aride et que, bien souvent, ma fille refuse de l'arroser. Et pour cela, je me raccroche à mes valeurs, la fierté, la transmission, l'aide, et je les nourris à travers mes différentes activités, et ce podcast en fait partie. Je me rappelle mes qualités, je suis fiable, honnête, je suis juste, je suis organisée, et ça me permet de me valoriser aussi moi et de m'aimer moi-même. Et ainsi, je ne me laisse pas ronger par les culpabilités, et je reste ce phare dans la tempête, même si parfois il a du mal à éclairer la nuit, on va pas se mentir, mais il est là, et j'espère qu'elle le sait. Alors si toi aussi tu as un ado qui souffre à la maison et que tu te sens impuissante, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'es pas responsable de tout. Tu ne peux pas tout réparer. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux rester présente, solide. Tu peux continuer à aimer inconditionnellement. Tu peux continuer à planter des graines. Et tout ça, c'est déjà immense. Quand nos ados souffrent, nous cherchons souvent la bonne solution. Mais parfois, ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas d'une solution, c'est d'une présence qui ne renonce pas. Et enfin, si tu traverses toi aussi une période difficile avec ton ado, ne reste pas seul. Fais-toi accompagner par un psychologue, par un thérapeute, par un coach, par moi peut-être. En tout cas, quelqu'un qui te correspond. Quelqu'un dont tu sens qu'il va te comprendre. Parce que soutenir un adolescent en souffrance est déjà suffisamment lourd. Tu n'as pas à porter tout cela toute seule. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.